Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir envie de bien faire pour les autres ? Tu es peut-être la bonne amie, la collègue fiable, la personne attentionnée, celle sur qui on peut toujours compter. La gentille fille, la bonne élève. Le revers de la médaille, c'est que t'as l'impression parfois que tout repose sur tes épaules. Tu te mets une pression énorme et t'as l'impression de devoir toujours faire plaisir aux autres, répondre à leurs attentes, à leurs besoins, au point d'en oublier ce que toi tu veux vraiment, au point de t'oublier toi-même. Tu dis oui alors que tu veux dire non, tu cèdes ta place en disant « t'inquiète, c'est pas grave », tu t'effaces pour ne pas déranger et tu te donnes à fond pour les autres. Mais quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide et de recevoir, il n'y a plus personne. Enfin si, il y a la bouffe, amie fidèle, toujours disponible, qui est là quand tous les autres ont disparu. La bouffe, c'est l'amie fidèle qui te console, qui te remonte le moral, qui comprend ta souffrance, qui ne te juge pas, qui n'a pas d'attente, qui ne te demande rien. Elle, au moins, elle est toujours là à ta disposition. Si tu te reconnais, cet épisode est fait pour toi. Et aujourd'hui, on va déconstruire tout ça ensemble. Au programme de l'épisode, on va aller explorer comment ce syndrome de la bonne élève se manifeste et ce qui se cache vraiment derrière ce fonctionnement. Tu vas mieux comprendre comment tu l'as formé et pourquoi tu le gardes à l'âge adulte, même si c'est un comportement qui aujourd'hui est toxique pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te donner 3 clés pour en sortir enfin. Mais pour commencer, ce syndrome de la bonne élève, de la gentille fille, du people pleaser comme on dit en anglais, comment est-ce qu'il se manifeste ? Il se manifeste déjà par un besoin constant de faire plaisir. Tu sais, c'est vraiment cette tendance à dire oui, même quand t'as envie de dire non, ou à tout faire pour ne pas décevoir les autres, quitte à aller à l'encontre de tes envies, tes besoins, ton niveau d'énergie. Tu es vraiment dans un niveau de dévouement et de générosité extrême. Au point qu'il y a même, on pourrait dire, une forme d'abnégation personnelle au profit du collectif, que ce soit ton entreprise, ta famille ou ton groupe d'amis. T'es pas du tout dans la recherche de ton intérêt à toi, mais vraiment dans l'intérêt du groupe. Et tu as globalement une grande exigence personnelle et un désir de bien faire les choses. Quand tu fais les choses, tu veux vraiment les faire bien ou ne pas les faire du tout. Et du coup, en apparence, décrit comme ça, on peut se dire génial, c'est une personne qui est fiable, qui est consciencieuse, qui est généreuse, qui est tournée vers les autres, empathique, attentionnée, bienveillante, qui fournit un travail de qualité, qui a des valeurs morales, qui a une éthique. Bref, c'est une belle personne. Mais en réalité, le syndrome de la bonne élève, il reflète tout autre chose. Il reflète un besoin immense d'être aimé, de plaire, d'être bien vu, d'être apprécié, d'être félicité, et 2, un besoin de sécurité et de contrôle qui est incommensurable. Il y a une partie de nous qui se dit « si je fais tout bien, personne ne pourra me critiquer, personne ne pourra me juger, personne ne pourra me rejeter. » Je serai vraiment dans le contrôle et je serai dans la sécurité. Mais tu vois, ce mode de fonctionnement et ces attentes, au final, ça fausse notre personnalité, ça nous fait porter un masque en permanence et ça nous incite à ignorer ou aller à l'encontre de nos propres besoins. Et ça nous fait courir après des objectifs inaccessibles et épuisants. Et du coup, légitimement, on peut se demander, mais comment on en est arrivé là ? Comment on a formé ce syndrome de la gentille fille, la bonne élève, celle qui veut toujours faire plaisir à tout le monde ? En fait, tout commence dans l'enfance. Ce besoin de plaire, ce désir de répondre à des attentes, il ne tombe pas du ciel. Il est construit. Le syndrome de la bonne élève, il a pu naître dans un environnement où on t'a appris très tôt à être invisible pour éviter de déranger ou pire, pour assumer une responsabilité qui ne t'appartenait pas. Et ça va se produire quand par exemple tu as grandi dans un environnement avec des parents défaillants, émotionnellement défaillants, intellectuellement défaillants, des parents absents qui travaillaient beaucoup,
Ou des parents, par exemple, si tu avais un parent dépressif ou alcoolique ou violent, ou si globalement tu as grandi dans un environnement familial instable, tu as pu développer depuis le plus jeune âge ce mécanisme de protection qui consiste finalement à se faire petite, à se faire discrète, à être parfaite pour justement soit ne pas être une charge supplémentaire pour notre parent qui était déjà, on va dire qu'elle avait du mal à gérer ses propres soucis, soit en fait pour ne pas qu'on puisse te reprocher quoi que ce soit ou pour ne pas que la violence puisse se retourner contre toi. Ça peut se produire aussi dans l'autre sens, quand au contraire t'as eu des parents ultra contrôlants, qui ont pris toutes les décisions pour toi, qui ont par exemple influencé le choix de tes études. Du coup, t'as appris depuis le plus jeune âge à obéir, à ne pas remettre en question la parole de ceux qui avaient l'autorité sur toi, à suivre ce que les autres pensaient être le mieux pour toi sans jamais remettre tout ça en question. Et tu vois, dans les deux cas, t'en viens à garder ce que tu ressens vraiment pour toi, soit parce que tu te retrouves à être le parent de ton parent, soit parce que tu fais simplement ce que les autres attendent de toi et te disent de faire. Et en fait, quand on est comme ça dans le syndrome de la bonne élève, c'est aussi que, généralement, dans l'enfance, on nous a pas demandé notre avis. On nous a pas demandé ce qui nous plaisait, ce qu'on voulait faire, tu vois, ce qui nous faisait plaisir à nous. Et ça a pu en plus être accentué en fonction de ta place dans la fratrie. Typiquement, soit t'es l'aîné et t'as une pression énorme qui repose sur toi et du coup tu dois être vraiment l'enfant parfait, l'enfant modèle. On t'utilise d'ailleurs souvent comme modèle, comme comparaison pour les autres enfants. Soit parfois t'es l'enfant du milieu et tu te retrouves aussi à développer le même syndrome, simplement parce que t'es littéralement le cul entre deux chaises. Donc tu te fais discret, tu sens que tes parents sont parfois débordés avec les aînés qui n'en font qu'à leur tête ou les petits derniers qui demandent beaucoup plus de soins et d'attention. Donc voilà, tu te retrouves un peu coincé au milieu. Ou encore, moi ça a été mon cas, j'étais la petite dernière. La petite dernière en fait, tu vois les autres qui essuient les plâtres, qui essayent de se rebeller, etc. avec plus ou moins de succès. Donc toi tu te dis je vais filer droit, je vais filer droit et ça se passera mieux pour moi. Tu vois, il peut y avoir différents cas de figure. Et je le souligne parce que moi c'est quelque chose qui m'a concernée aussi et du coup je le mentionne parce que ça résonnera peut-être en toi. Il y a aussi le fait que parfois on développe le syndrome de la bonne élève parce que justement on a trouvé du plaisir, de la sécurité, de la stabilité dans l'école. Moi ça a vraiment été mon cas, j'ai trouvé cette forme d'amour, de sécurité dans l'école et dans le domaine académique. Parce que finalement, à la maison, j'étais fille d'émigrés, je t'ai dit, j'étais la petite dernière, un peu invisible, je vivais au 13e étage d'une tour, j'étais insignifiante. Et puis, dans la cour de l'école, j'étais ni la plus jolie, ni la plus populaire. Mais quand j'étais dans la classe, quand j'étais sur ma chaise d'écolière, j'étais quelqu'un. J'étais la première de la classe, je recevais les félicitations, je recevais des louanges sur mes bulletins de notes du type « Joanne est une perle ». J'étais quelqu'un. Et ma relation avec mes enseignants, et surtout j'ai le souvenir de certaines enseignantes de primaire, m'ont vraiment nourrie et sécurisée. Là-bas, je trouvais ma place. Donc tu vois, quelle que soit ton histoire, il y a quelque chose en toi qui a fait que tu as appris à garder pour toi ce que tu ressentais vraiment. Tu as appris à ne pas être une charge, à ne pas déranger, à être parfaite pour être aimée, appréciée, reconnue. Et t'as cherché à ne pas faire de vagues pour pouvoir te fondre dans le moule. Et t'as appris très jeune ce fameux sourire de façade, ce fameux tout va bien, comment ça va super. Tu vois, ça s'est instillé très très tôt en toi. Et cette posture au fil du temps, elle devient un réflexe. Ça devient ton identité. Mais ce n'est pas la vraie toi. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on garde ce comportement à l'âge adulte ? Parce que ça devient notre norme, notre familiarité, notre identité, ce sur quoi on s'est construite. Ça devient un véritable programme, tu vois, comme un ordinateur qui fonctionne en fonction d'un programme. Là, notre cerveau, notre façon de réagir, de penser, fonctionne en fonction de ce programme-là. C'est un schéma dans lequel on se trouve malgré nous prisonnière, parce qu'on n'a simplement jamais appris à faire autrement. Et parce que, qu'on le veuille ou non, à l'âge adulte, on continue d'avoir du mal à trouver notre place. Et tu as peut-être l'impression aujourd'hui qu'être la bonne élève, la gentille fille, ça te permet de t'intégrer, d'être aimé, d'être accepté. Et inconsciemment, tu as peur que si tu changes, tu perdes cette reconnaissance.
Et d'ailleurs, les faits te l'ont peut-être laissé croire, peut-être que les quelques fois où tu as essayé d'exprimer ton avis ou ton désaccord, en fait ça a mal tourné. Peut-être que tu as donné ton avis ou tu as décliné une invitation et on t'a fait des reproches et on t'a fait culpabiliser. Et peut-être aussi que ça t'a fait manger. Mais la vérité, c'est que ce schéma te fait souffrir. Et il t'empêche d'être toi-même et il te pousse vers la bouffe. Pourquoi est-ce que ce schéma est toxique ? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que t'es déconnecté de toi-même et de tes besoins. À force de faire passer les autres avant toi, tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce qui te fait plaisir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu manges quand tu t'ennuies et quand tu es seul. Parce que quand tu es seul face à toi-même, tu es désœuvré et ça crée un vide immense que tu ne sais pas combler autrement qu'en mangeant. La deuxième raison qui fait que ce comportement est toxique, c'est qu'il a instillé en toi l'idée que tu ne pouvais pas te faire confiance. On ne t'a pas appris. Tu as laissé les autres décider pour toi de ce qui était bon. Tu as donné ton pouvoir aux autres. Donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tu ne fais pas confiance à tes décisions et tu ne fais pas confiance non plus à quelque chose d'aussi simple que tes sensations alimentaires. Et globalement, tu as une faible estime de toi. Et puis enfin, le troisième aspect de la toxicité, c'est l'épuisement émotionnel. Déjà parce que tu as l'impression d'être tout le temps sur scène, de jouer un rôle, de porter un masque en permanence, et franchement, c'est épuisant. Et c'est pour ça que tu manges quand tu rentres le soir à la maison, parce que après une longue journée au travail, tu peux enfin être toi-même. Et ça, j'en parle en détail dans l'épisode 41 sur les fringales de fin de journée, comment éviter de tout dévorer après 17 heures. L'épuisement émotionnel, il vient aussi du fait qu'on donne tout aux autres et qu'on a l'impression de ne jamais recevoir autant en retour. Et du coup, le résultat, c'est qu'on a l'impression de devoir se contenter des restes, de ce que les autres ne veulent pas, de ce qu'ils nous laissent. On est par exemple la dernière à poser ses congés, la dernière à s'asseoir à table, tu vois ? Et du coup, on a l'impression qu'on ne compte pas. Notre voix ne compte pas, notre présence ne compte pas, qu'on soit là ou pas, ça change rien. On est trop bonne, trop conne, ça c'est des phrases qui reviennent souvent. Notre avis n'est pas écouté, on n'existe pas, on est transparente. On est là pour les autres, mais personne n'est là pour nous. Et à la fin, il ne reste rien pour nous. Et puis, l'épuisement émotionnel, il est aussi déclenché par notre exigence constante et notre perfectionnisme qui est vraiment ultra toxique. Parce qu'il y a une partie de nous qui se dit qu'on sera jamais assez bien, une partie de nous qui se compare en permanence, une partie de nous qui veut avoir un 20 sur 20. Sauf qu'on est humaine, qu'on fait de notre mieux et que la perfection n'existe pas. Donc, on court vraiment, tu vois, après un idéal qui nous épuise. Et ça marche pour la performance, la réussite professionnelle ou l'atteinte d'un poids idéal. Donc tu vois, quand t'es à la fois déconnecté de toi-même et de tes besoins, que tu te fais pas confiance et que t'es épuisé émotionnellement, quel est le meilleur remède à tout ça? Quel est le meilleur remontant? La bouffe, évidemment. Donc tu vois comment on est passé de être la gentille fille de service, la bonne élève, à défoncer tout le contenu du placard et du frigo pour se remonter. Pour se remonter le moral, pour trouver sa place, pour enfin s'autoriser à être nous-mêmes, pour enfin avoir le sentiment d'être importante et d'être considérée. Alors comment on s'en sort de tout ça? Je vais pas te mentir, ça se résout pas en 5 minutes. C'est un long travail de déconstruction de ton parcours, de ta programmation interne, de toutes les histoires que tu as construites, sur lesquelles tu t'es construite, et qui continuent de t'accompagner aujourd'hui et de constituer une sorte de grille de lecture de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Mais pour commencer, on va dire, de façon actionnable, je voudrais te partager aujourd'hui 3 mantras qui, moi, continuent de me guider et m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de guérison. Le premier mantra que je voudrais te partager, c'est « Mes besoins sont aussi importants que ceux des autres ». Aussi importants. Ça veut dire ni plus important, ce serait ça l'égoïsme, ni moins important. Parce que ça, c'est se contenter d'être une serpillière pour les autres. Non, tes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Et il faut se rappeler que, effectivement, tes besoins sont aussi importants que ceux des autres parce qu'en fait, t'es la personne la plus importante de ta vie. Et si tu te considères pas comme la personne la plus importante de ta vie aujourd'hui, mais en fait, tu passes à côté d'un truc de base de survie de l'espèce. Parce que la priorité de chacun, en vrai, c'est lui-même. C'est ce qui assure la survie de notre espèce aujourd'hui. Donc vraiment, juste te rappeler que tes besoins sont aussi importants que ceux des autres, c'est déjà la première étape, le premier message à t'envoyer pour
te redonner la place que tu mérites dans ta vie. Le deuxième mantra, c'est « ce que j'ai de plus précieux ». Ce n'est pas mon argent, contrairement à ce qu'on pense. Ce que j'ai de plus précieux, c'est mon temps et mon énergie. Et c'est moi qui décide ce que j'en fais. Ah ouais, ta plus grande richesse, c'est ton temps, ton énergie. Donc, ne laisse pas les autres te sucer la moelle, ne laisse pas les autres te voler ton temps et te voler ton énergie. Choisis comment tu veux utiliser ces deux ressources précieuses et pas forcément renouvelables, surtout pour le temps. Autant l'énergie, on peut un peu la retrouver, autant le temps, quand il est perdu pour toujours. Personne ne te le rendra jamais. Et c'est vraiment important que tu t'en rendes compte. Donc parfois aussi, regarder les choses sous le prisme du temps, ça peut t'aider à te décoller de la situation et à vraiment décider pour toi-même et par toi-même si tu as envie, par exemple, de te lancer dans ce projet, ce rendez-vous ou cet engagement qu'on te propose de signer. Et enfin, le troisième et dernier mantra, c'est de te rappeler que c'est ok si une personne t'en veut. C'est ok si une personne te fait la tête. Ce n'est pas de ta faute. C'est son ressenti à elle, à cette personne. Et ça rejoint finalement un des accords Toltec qui est « je ne dois jamais en faire une affaire personnelle ». Si par exemple, tu vas pas voir tes parents ce week-end parce que tu sors d'une semaine compliquée avec enfant malade et stress au boulot, mais que ta mère te fait culpabiliser, mais rappelle-toi, c'est ok si ma mère m'en veut, ce n'est pas de ma faute, c'est son ressenti à elle. Et si tu as envie d'explorer davantage, je t'invite à écouter l'un des derniers épisodes qui est l'épisode 94 sur les 4 accords Toltec, cette philosophie qui va changer ta façon de manger et de vivre. N'hésite pas à recopier ces mantras sur des petits post-it que tu glisses dans ton porte-monnaie, dans ton tiroir à culottes ou dans ton placard à gâteaux. Tu vas voir, le fait de les voir, de les revoir encore, ça va vraiment les inscrire dans le temps. Même si tu continues de manger pour l'instant, peu importe, ce qu'on veut, c'est faire une place pour ces nouvelles phrases, pour progressivement faire évoluer ton comportement alimentaire. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode va t'aider, va te faire réfléchir. Si tu aimes le podcast, please, continue de le soutenir. Vraiment, ton soutien est précieux pour continuer de faire grandir ce programme. Vous êtes plus de 15 000 à l'écouter chaque mois, mais vous êtes seulement 1000 à l'avoir noté, notamment sur Spotify. Donc vraiment, le soutien le plus simple et le plus efficace, c'est de laisser un petit cœur, une étoile, un pouce ou un commentaire, ce qui permet de booster la visibilité du podcast. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode pépite. Je vais te partager des nouvelles ressources, des clés pour développer plus de résilience émotionnelle. Parce que clairement autour de toi, je pense que t'en connais, il y a des personnes qui sont beaucoup moins sensibles, qui ne s'effondrent pas à la moindre contrariété, qui ne se jettent pas sur la bouffe à la moindre contrariété. Donc comment nous aussi développer plus de résistance et de résilience face aux émotions qui nous submergent, c'est ce dont on parlera dans le prochain épisode. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.